Bien, alors, que dois-je faire aujourd'hui à part reprendre mon souffle et mes esprits. Il faut que je finisse de vous dire 2-3 petits points, et tout en vous mettant un peu en garde sur cette astuce un peu miraculeuse qu'on va, disons, attribuer à Krylov, qui donc consiste à transformer des équations hyperboliques en équations d'Hamilton-Jacobi par l'adjonction de variables qui sont grosso modo des variables tangentielles. Et donc je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit. Imaginez que vous regardiez cette équation par exemple, c'est vraiment complètement général, l'astuce, comme vous l'avez bien compris, où U va donc de RD, ça c'est pour X, je crois 0 l'infini, c'est pour le temps dans RD. Donc F est une donnée de RD dans RD régulière, comme toujours, c'est-à-dire à dérivée bornée régulière. F n'est pas... Donc U0 est par exemple régulière, mais bornée plus éventuellement de la régularité si nécessaire. Bien. Alors donc l'astuce, quelle est-elle? Elle consiste à introduire une fonction que je vais baptiser, je ne sais pas comment l'appeler, W, de x, de eta et de t, et qui correspond simplement à prendre le produit scalaire ou la fonction U dans la direction eta. Et auquel cas, en tout cas au moins formellement, nous savons que l'équation qui est ici devient simplement f de gradient eta de W, gradient x de W, c'est-à-dire une équation d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, égale W0, qui est donc U0 de x scalaire eta. Bon. Et donc, en particulier, si on... se pose la question de y a-t-il sélection d'une solution? Eh bien, on peut rajouter un terme de régularisation, et l'astuce habituelle des solutions de viscosité consiste à considérer U étoile en haut avec la lim sup quand y tend vers x, quand epsilon tend vers 0, de U epsilon et puis, oui, alors là, il faudrait également dire xi tend vers eta, de U epsilon de y et de xi et de t. Mais de par la linéarité, en eta et le fait qu'on ait des bornes sur les U, ceci, on peut vraiment l'omettre. Parce que si xi est proche de eta, uniformément en epsilon, les u epsilon de y et de xi et de t sont proches de u epsilon de y et de eta et de t, parce que tout simplement, u epsilon fois xi moins eta est uniformément petit, u epsilon étant uniformément borné. Donc là, je peux vraiment mettre un eta. Et ceci est une sous-solution, c'est les astuces générales de l'équation d'Hamilton-Jacobi, sous-solution de l'équation en W. Et quand je mets ça, U epsilon, c'est vraiment pas malin, c'est un W epsilon, et là c'est un W étoile. Et avec une étoile en bas, on fait la même chose avec la lim inf. Je ne réécris pas de quoi c'est les mêmes variables, Y, eta et t, et ça c'est une sursolution. Bien, alors là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a de l'information contenue là-dedans? Est-ce que c'est une information valable, ou est-ce que ce sont des objets qui ne sont pas... ou est-ce une curiosité? Alors, quelques éléments. Bien, ce que je vais regarder, c'est voir si ce sont des objets parasites ou si ce sont des objets qui ont vraiment un contenu. Quelques observations. Je vais prendre les cas où on sait des choses en plus sur la solution. Et on va un peu tester ces objets pour voir à quoi ils ressemblent. Alors, quels sont les cas où on sait des choses?
Oui, et auparavant, je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'à cause de la croissance, on a de la linéarité en xi, on n'a pas de module de continuité uniforme en x, donc ces objets sont discontinus, et ils doivent l'être, parce qu'on sait qu'en général, il y a des chocs, et s'il y a des chocs, les lim sup, les lim inf vont choisir la valeur la plus grande du choc, entre guillemets, d'un côté, la valeur la plus petite du choc de l'autre, et donc on va effectivement récupérer un décalage en un point entre les deux valeurs. Bien, entre les deux fonctions de état. On va d'ailleurs, on va voir, on va identifier dans des situations exactement ce que sont ces objets. Le cas, évidemment, donc les cas particuliers où effectivement on peut vérifier que c'est pas n'importe quoi cette astuce, outre le fait qu'elle présente un intérêt dans d'autres circonstances, mais dans ce cadre-là, les cas particuliers, c'est les cas de régularité. Si on a une solution régulière, si on sait qu'on a une solution régulière qui donne bien entendu un W régulière, alors il est vrai que W étoile est égal à W étoile en bas est égal, je l'appelle W tilde, est égal à W tilde. La démonstration des solutions de viscosité grâce au fait qu'on ait de la régularité fonctionne. Alors que la démonstration d'unicité, puisqu'on a une belle équation de Hamilton-Jacobi, on pourrait se dire il y a l'unicité, oui, mais on n'a pas les bons comportements à l'infini pour démontrer l'unicité. Et donc, il manque, et dès qu'on a un peu de continuité, en fait, si on a une solution continue ici, au sens des solutions de viscosité, une solution continue suffit pour assurer qu'on a effectivement l'unicité, ce qui est quelque chose qui n'était pas totalement connu, puisque cela veut dire que, grosso modo, il y a l'unicité des solutions continues, à un certain sens, de ceci. Alors que ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était des solutions, l'unicité de solutions régulières. Bon, donc on gagne un petit quelque chose, au prix d'une technique un peu effroyable, parce qu'il faut vraiment reprendre tous les détails de l'unicité des solutions de viscosité. Et ça, je vous passe les détails techniques, c'est pour moi un peu anecdotique. De manière plus intéressante, il y a deux autres cas où on sait construire des solutions globales en un certain sens faibles de ceci. C'est lorsque l'on a une interprétation pour cette équation-là comme un gradient d'une équation d'Hamilton-Jacobi. Donc je vais prendre f égale h' et je vais prendre h convexe, éventuel ou fortement convexe, ou bien U0 régulière. Et je vais supposer que U0 est égal au gradient d'une fonction phi0 scalaire. Alors, en résolvant l'équation d'Hamilton-Jacobi, donc là, il n'y a que des fonctions de x, on sait construire, entre guillemets, une solution faible à un certain sens. Le sens étant, c'est le gradient de ce bazar-là. Et d'ailleurs, on ne savait pas très bien dire en quel sens c'était solution. On pouvait plus ou moins, on peut le faire plus ou moins en parlant des caractéristiques, etc. Et on sait en plus que phi est, en tout cas, semi-concave, en tout cas pour des temps strictement positifs, si c'est fortement convexe, et pour tous les temps, si U0 est régulière ou si phi0 est, disons, semi-concave. Alors, semi-concave, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que la dérivée seconde de phi est majorée par une certaine constante, au sens des constantes fois l'identité, au sens des matrices symétriques. Et en fait, de la même façon, si on rajoute un epsilon laplacien, l'interprétation en passant au gradient est toujours vraie. Et on sait en fait que d2 phi epsilon est majoré par c fois l'identité, uniformément la constante étant indépendante de epsilon. C'est la même démonstration, il n'y a rien de nouveau. Bien, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que donc l'unique solution de viscosité de ce bazar-là, qui est la limite, unique solution de viscosité, c'est la limite, c'est phi, qui est effectivement la limite phi epsilon converge uniformément, en tout cas localement, mais en tout cas converge uniformément vers ce phi-là.
Donc ça, tout ça, on sait, c'est la théorie des solutions de viscosité pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Maintenant, on regarde donc les gradients et on veut identifier ce que sont ces objets. Alors, il n'est pas très compliqué en se servant de propriétés classiques des solutions, des fonctions convexes ou des fonctions concaves, qui se transposent facilement aux solutions, aux fonctions semi-concaves. C'est de dire qu'il y a a priori un objet en chaque point x, et évidemment en chaque temps. Il y a un objet que je vais noter, je ne sais pas, moi, c'est peut-être d- de phi au point x et t, qui est l'ensemble des vecteurs P dans Rd, tel que phi de y et de t est fixé là-dedans, est inférieur ou égal à phi de x et de t plus p scalaire y moins x plus 1 demi de c0 y moins x au carré. Donc si C0 est égal à 0, c'est des fonctions concaves, c'est une fonction concave, et ce qu'on a là, c'est la définition classique du surdifférentiel d'une fonction concave. Alors ça, on sait que ces objets existent en tout point, et on sait que c'est un ensemble qui est convexe, fermé, non vide. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble, quand vous avez une fonction concave, soit elle est régulière, soit il y a un coin. Bon, donc voilà une fonction concave. Là, le sous-différentiel, elle est régulière. Le sous-différentiel, c'est la dérivée. Quand vous avez un coin comme ceci, c'est toujours une fonction concave, eh bien, l'ensemble convexe en question, vous voyez, vous prenez toutes ces directions-là. L'ensemble convexe en question, c'est toutes les directions qui sont entre les deux, hein, pour parler un peu formellement. Donc vous avez une dérivée directionnelle si vous êtes en dimension 1. Vous avez la dérivée directionnelle à gauche, la dérivée directionnelle à droite, et je mélange toujours un peu entre sur et sous-différentiel. Le surdifférentiel, c'est l'intervalle compris entre ces deux dérivées. Bon. Donc, lorsque vous avez ceci, eh bien, il est facile, lorsque vous avez l'uniforme concavité, il est facile d'identifier, parce que chaque fois que vous prenez un point gradient phi epsilon en un point y, que vous faites tendre epsilon vers 0, y vers x, vous récupérez toujours un p qui vérifie ceci. Parce que vous avez l'inégalité avec les phi epsilon, et quand vous passez à la limite, vous avez un vecteur qui vérifie cette inégalité. Les gradients sont tous uniformément bornés, hein, ça correspond. Les bornes sur U sont toujours faciles. Donc on sait que gradient phi epsilon est uniformément majoré. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lim sup, qu'est-ce qu'elle est en train de... que devient-elle dans ce cas-là? Eh bien, elle devient simplement... Donc, qu'est-ce que c'est l'objet W étoile? Donc, je ne donne pas les détails parce que c'est vraiment juste une petite vérification. C'est W epsilon de x et de eta et de t. C'est quoi? C'est le sup sur tous les p dans d- de phi en x et t de p scalaire eta. Hein, puisque c'est le gradient de phi epsilon. Le gradient de phi epsilon, ça devient un de Cp. Et c'est évidemment, comme c'est la lim sup, c'est le plus grand possible. Donc ça, c'est c'est facile à identifier. Et de la même manière, le W étoile en bas, x, eta, t, c'est l'inf sur tous les p dans d- de phi de x et de t, de p et de eta. Et comme en général, il y a des pointes, c'est-à-dire qu'il y a perte de la régularité, qu'il y a des chocs qui peuvent se produire, que les caractéristiques peuvent se croiser si on ne fait pas d'hypothèse supplémentaire sur U0 du style U0 monotone, c'est-à-dire phi0 convexe,
Eh bien, si on ne fait pas, si on fait donc, pardonnez-moi, si on fait, s'il y a effectivement la possibilité de perdre la régularité, bah, ce sup et ce inf, si cet ensemble est non vide, ils ne seront pas égaux dès que l'ensemble est non vide, et dès que l'ensemble n'est pas réduit au gradient. Lorsque cet ensemble se réduit à nouveau, fait tout à fait classique, lorsque le surdifférentiel se réduit à un singleton, c'est un gradient. C'est différenciable en ce point. Donc c'est différenciable si et seulement si il n'y a qu'une seule direction de surdifférenciabilité. Et donc s'il y a un choc, s'il y a une discontinuité du gradient, cet ensemble n'est pas réduit à un point, et donc le W star qui est là, l'étoile en haut, est strictement plus grande en ce point-là que le W étoile en bas. Mais maintenant, comme c'est une fonction lipschitzienne, vous savez quand même que presque partout, on sait d'ailleurs même mieux que presque partout, mais enfin, on peut rentrer dans la structure, mais ça peu importe. En tout cas, presque partout, on sait que phi est différenciable. Et donc, ce que l'on en déduit, c'est qu'effectivement, on sait que W star en haut est égal à W étoile en bas. Maintenant, pas en tout point parce qu'il y a des chocs, mais en tout cas presque partout. Et donc, les objets qu'on a construits, en tout cas dans ce cas particulier, ont tout à fait un sens. Alors, ça pose énormément de questions. Hein. Déjà, là, j'ai supposé que H était convexe. Est-ce que la conclusion reste vraie sans supposer la convexité de H? Ça serait une réponse positive, serait même une information qui, je crois, est nouvelle pour les équations d'Hamilton-Jacobi, parce que ça voudrait dire que les gradients convergent presque partout. Et dans des cas non convexes, on ne le sait pas. Donc, je méfie, c'est peut-être même pas vrai dans des cas non convexes. Je ne sais pas. Alors, il y a tout un tas de cas particuliers, il y a les cas mais en général, je ne sais pas. Donc, rien que cet exemple montre qu'effectivement, dans une situation que l'on connaît un peu, les objets construits comme ceci ont un sens et capturent vraiment non seulement de l'information, mais toute l'information, puisque là, on n'identifie pas complètement le surdifférentiel, mais déjà, bon. En plus, comme on varie sur état, je ne suis pas sûr que... bon, si on sait que le surdifférentiel est convexe, on l'identifie complètement. Hein, à travers la fonction support du convexe. Donc il y a quand même là une identification complète de toute l'information. Donc ça code quand même de l'information. En général, je ne sais pas si ces objets sont égaux, parce que presque partout, sinon ça serait une définition d'une solution faible globale. Et évidemment, c'est une question ouverte qui rejoint toujours la question ouverte consistant à définir globalement des solutions faibles pour cette équation. Bien. Avec toujours un peu de prudence, ça pourrait être une astuce qui contient un peu d'informations, mais qui n'est pas vraiment utile en général pour résoudre ce gros problème de solution globale faible, éventuellement, ou en tout cas de sélection d'une solution globale faible par une régularisation comme ceci, puisque je vous ai déjà indiqué que suivant les régularisations, on pouvait récupérer des solutions différentes. Bon. Que dire d'autre ? Oui, que dire d'autre ? Il y a un troisième cas que je veux mentionner, et puis après, j'avoue mon ignorance. Je ne sais pas si ces objets sont automatiquement égaux, en tout cas, des objets comme ceux-là sont automatiquement égaux dès qu'on est dans BV, c'est en dimension 1. Dimension supérieure, bon, je ne sais pas trop, c'est plus compliqué, donc même si à des ensembles dont la dimension de Hausdorff est dans la mesure de mesure nulle, enfin vraiment des ensembles tout petits, on sait grosso modo que les fonctions dans BV, il y a des hypersurfaces de discontinuité avec des limites à droite et des limites à gauche, mais qu'elles sont rectifiables, alors que les lim sup, est-ce que ça suffit à assurer qu'elles collent presque partout bon. Et il y a une union au plus dénombrable de telles hypersurfaces. Mais alors, là, j'avoue que je ne me souviens plus, je ne maîtrise pas du tout assez. Ça, c'est un sport italien. Et donc là, justement, Alessio Figali
répondrai instantanément à la question. Luigi Ambrosio aussi, moi non. Bon. Et je n'ai pas envie que ça change. Donc, néanmoins, je veux vous montrer un cas qui certainement est dans BV, mais qui est une situation où on ne sait d'ailleurs même pas conclure qu'il y a une solution faible, et je vais un tout petit peu tricher, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre cette limite sup, je vais regarder, que vais-je faire? Je vais déjà me poser une question, donc, que pouvons-nous espérer? On pourrait espérer que de manière assez générale, l'objet avec l'étoile en haut et l'objet avec l'étoile en bas soient égaux presque partout. S'ils sont égaux presque partout, bah, on a les chocs dans le complément du presque partout, et on a en tout cas un excellent candidat à solution faible. Donc il y a un test pour savoir si on a une chance que ça marche, c'est de regarder ce que j'appelle le cas totalement monotone. Donc, troisième exemple, c'est par exemple f de u égale à u, et je prends une condition initiale telle que la dérivée d sur dxj de la im composante de u0 soit négatif ou nul, quel que soit i différent de j. On avait vu que cette propriété se propageait en temps. Donc on avait cette monotonie. Et on avait vu aussi que l'on récupérait un du0i sur dxi qui était majoré ici par du 1 sur t, quel que soit i. Et d'ailleurs, donc ça entraîne que ceci est vrai pour tout temps et pour tout x. En tout cas formellement, et on s'attend, et on sait aussi que ceci est préservé, quel que soit i différent de j, quel que soit t, quel que soit x. Alors c'est tant qu'on a une solution régulière, si vous voulez, ou en tout cas, c'est le genre d'information que l'on va récupérer pour une limite ponctuelle, pas uniforme, on n'a pas de continuité, on peut avoir des chocs, pour une limite lorsqu'on prend la régularisation. Et donc, lorsqu'on a des fonctions qui ont cette propriété, que j'ai envie de qualifier essentiellement totalement décroissantes, parce qu'elles décroissent dans pratiquement toutes les directions, ok, dans leur propre direction, elles ne décroissent pas vraiment, mais c'est à une constante près qu'elles décroissent. Vous voyez bien que si vous regardez UI fixé t, et que vous retranchez exactement 1 sur t xi, ceci a maintenant toutes ses dérivées négatives, et maintenant, quel que soit j. C'est vrai pour les i différentes j, parce que la dérivée de xi par rapport à xj vaut 0, et dans le cas i égale à j, évidemment, c'est la réécriture de l'inéquité qui est là. Donc, je vais maintenant regarder les fonctions. Ce que je vais vous dire, c'est... je vais regarder de telles fonctions. Maintenant, je regarde une fonction v où je suppose justement que dvi sur dxj est négatif ou nul, quel que soit i différent de j. En dimension 1, c'est juste une fonction décroissante. Bon, ben, une fonction décroissante, on sait qu'elle est continue, sauf en un ensemble au plus dénombrable de discontinuités, de sauts, qui sont des sauts évidemment décroissants. En dimension supérieure, c'est un peu plus compliqué. Et donc, une première question que l'on peut se poser, c'est de parler de la lim sup. Alors bon, il faut faire un tout petit peu attention à lim sup, parce qu'on c'est défini presque partout ces objets, mais dans un instant, je préciserai les choses. En effet, quelle est la structure? Prenons un point x. Regardons-le en dimension 2, vous comprendrez bien que ceci n'a rien à voir avec le nombre de dimensions, c'est simplement pour pouvoir faire un dessin. Et que je veux examiner la plus grande valeur prise près de x et la plus petite valeur prise près de x pour une telle fonction. Bien, vous voyez ce que vous faites, vous prenez un petit carré destiné bien entendu à tendre vers 0, donc ça c'est un voisinage qui va nous permettre de définir des lim sup et des lim inf.
et vous dites quelle est la plus grande valeur. Eh bien, n'importe quelle valeur, vous voyez que sur le bord de ce carré, quand vous prenez un point ici, eh bien, si vous allez là, vous faites croître la fonction. Si vous êtes là, vous faites croître la fonction, et donc le maximum, il est atteint ici. Et donc, la lim sup, c'est vraiment de regarder ce qui se passe le long de cette droite et d'avoir une suite de valeurs qui soit décroissante. Donc, ce que vous récupérez, c'est une valeur maximale que je vais baptiser V plus de x et de t. Et donc là, j'élimine les presque partout puisque je suis en train de prendre des voisinages. Et donc, il y a une sélection, mais je ne m'ennuie pas avec ces détails, qui va donc être en un point x la limite, qui est d'ailleurs une limite décroissante, de v de x moins le vecteur h, etc., hh, le long de la diagonale, avec h étant un réel positif. C'est ça la diagonale. Et on a une valeur v- de x et de t, qui est la limite, quand h est strictement positif, de l'autre côté. Donc là, vous avez v plus et v-. La limite qui est cette fois croissante de v de x plus h, etc., etc., h. Et donc la question maintenant qui est naturelle de se poser, vous voyez bien que les lim sup de v de x et de eta, donc je mets des guillemets parce que, bon, donc là, d'une certaine manière, après je choisis, peu importe, l'une de ces deux valeurs en chaque point xt, et j'ai enfin défini en tout point une fonction. Je peux regarder maintenant la lim sup de v de y scalaire eta quand y tend vers x, et la lim inf quand v de y est de eta quand y tend vers x, et vous voyez, si j'en ai... et en fait, ça, c'est, pardonnez-moi, c'est coordonnée par coordonnée. Hein. Pour chaque fonction VI, j'ai la propriété qu'elle est totalement décroissante. Bien. Donc, j'ai défini une fonction V essentiellement en tout point, peu importe quand ces deux valeurs ne coïncident pas de la manière dont on le définit. On choisit toujours, par exemple, la valeur plus, si vous en avez envie. On verra de toute façon que, sauf sur un ensemble de mesures nulles, le V plus et le V- coïncident. Ce qui est donc, d'une certaine manière, l'extension des fonctions décroissantes en dimension 1. Mais quand je prends maintenant la lim inf et la lim sup, bien vous voyez par quoi c'est bâti. C'est suivant les signes de eta. Regardons la lim sup qui est ici. C'est quoi? Bien, pour tous les états à coordonnées positives, vous prenez le V+. Pour tous les états à coordonnées négatives, vous prenez le V-. Et quand les états J sont nuls, ben, on s'en moque, on ne les voit pas. Donc c'est construit à partir de V+, et de V-, et les choix de plus et de moins suivant les signes de état sont inversés dans la lim inf. Et donc ces deux objets seront égaux presque partout en X si les plus et les moins sont égaux presque partout en X. Donc maintenant, je peux vraiment oublier le I, et je me pose la question de pourquoi V+, et V- sont égaux presque partout. Alors attention, j'ai oublié le epsilon là-dedans. Hein. Je travaille avec une limite. Donc ça, ceci ne permet pas de conclure sur l'unicité de la limite. Hein. Je sais simplement de vérifier que, à la limite, ce processus lim sup, lim inf ne crée pas des artefacts. Donc, alors là, maintenant, on a cette question. Évidemment, c'est une fonction dans R2, dans RD. On ne peut pas se servir des sauts comme en dimension 1. Hein. Comment ça marche? On a une dérivée, quand on a une fonction décroissante, vous avez une dérivée qui est une mesure négative. Les seuls endroits où on peut avoir des sauts, c'est quand on a une masse ponctuelle. Si on a une masse ponctuelle, la somme des masses ponctuelles, comme à une mesure bornée, est finie, donc il y en a un nombre plus dénombrable. Hein. Bon.
c'est la variation totale qui fait que vous avez un nombre plus dénombrable de sauts. Alors là, on ne peut pas tout à fait faire ça, mais on peut quand même s'en tirer par un petit argument. Donc je vais le faire en dimension 2, mais vous verrez bien que la dimension ne joue aucun rôle, et j'arrête sur ce thème. Donc, en dimension 2, donc voilà, j'ai mes coordonnées x, et je les baptise non plus x1, x1, x2, mais x, y. Et donc, ce que je vais introduire, c'est une coordonnée qui est a, x plus y sur racine de 2. Bon, racine de 2, on s'en moque. X moins y sur racine de 2, c'est juste pour faire un changement orthonormé. Donc, si vous faites ceci, eh bien, vous savez que l'intégrale de dv est bornée, en tout cas localement, sur un compact. C'est à variation bornée, c'est des fonctions monotones. Et ça, vous pouvez l'écrire dans ces nouvelles variables. Donc, en particulier, vous en déduisez que l'intégrale en b de la dérivée en a de v est finie. Ce qui veut bien dire que presque partout en B, l'intégrale du gradient en A de V est finie. Et ça, c'est quoi? Ben, ça veut dire que vous prenez toutes ces droites qui sont des diagonales et que pour la plupart des B, donc en raisonnant de manière transverse, pour un ensemble de mesures pleines, vous savez que dans la direction de cette droite, vous avez une masse totale qui est finie. Bon, en fait, non seulement vous le savez presque partout en B, je l'ai fait parce que je pense toujours à BV derrière. En fait, pour chaque B, vous avez une fonction décroissante le long de cette droite. D'accord? Et donc, en fait, non seulement vous avez cette information, mais d'une certaine manière, vous savez que la variation totale le long de chacune de ces diagonales est finie parce que c'est des fonctions décroissantes. Eh bien, justement, maintenant, comme donc le presque partout en B, c'est quel que soit B, au sens de la variation totale dans la direction de la diagonale, mais V plus et V moins, vous voyez que le long de chacune de ces droites, V plus et V moins, c'est précisément, là maintenant on se balade sur ces diagonales. Et donc le résultat en dimension finie, c'est donc on a que quel que soit B, donc en fait c'est exactement pareil, quel que soit B, sauf sur un ensemble au plus dénombrable de A, eh bien, je vais savoir que V plus est égal à V moins. Donc, vous voyez, j'ai changé de variable. Et le changement de variable fait que B par B, on peut raisonner et avoir l'égalité de V plus et de V moins, sauf sur un ensemble dénombrable. Et maintenant, quel que soit B, sauf sur un ensemble dénombrable, ça fait le reste, c'est un ensemble de mesures nulles. Voilà, donc voilà pourquoi V plus est égal à V moins presque partout. Et en fait, c'est même plus précis que ça. Bon, donc c'est plutôt rassurant pour dire qu'en tout cas dans les cas où on a un peu plus d'informations, et avec BV il est fort possible qu'on ait aussi des informations comme ceci, de manière un peu générale, et en dimension 2 par exemple, on s'attend toujours à avoir une estimation BV. Bon, c'est quand même assez encourageant sur le fait que on puisse avoir un W étoile en haut et un W étoile en bas, qui au moins presque partout coïncident, auquel cas on aurait une solution encourageante, mais à prendre avec beaucoup de prudence. Je ne sais pas, peut-être que c'est une piste qui ne marche pas. Elle donne des informations, comme je vous l'ai déjà indiqué, mais prudence. Donc, fin de
de cette petite déviation dont j'ai eu besoin par l'examen, à cause de l'examen précis de quel type de bruit on a dans les MFG, comment on gère les termes de couplage sur les dérivés qui proviennent du bruit lorsqu'on a un espace d'état fini. Donc là, ce sont des questions assez importantes. Et pourquoi les questions de régularité associées à ces termes du deuxième ordre qui couplent toutes les coordonnées, pourquoi, enfin en tout cas c'est la partie du premier ordre qui couple toutes les coordonnées, pourquoi ces termes-là ne posent pas de difficulté en termes de régularité grâce à cette astuce. Donc ça, c'était ça l'application fondamentale. Bien entendu, dans des situations où on peut avoir de la régularité avec les autres termes. Donc il faudra mettre bout à bout, mais si on n'a pas le F et qu'on n'a que du bruit et on voudrait être sûr que la régularité se propage, on le sait grâce à ces astuces. C'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Bien. Alors donc, il est temps maintenant d'attaquer la partie régularité du cours. Donc j'efface tout et je vais garder ce cadre-là pour commencer. Donc je commence par régularité, donc un long chapitre qui va en fait m'occuper jusqu'à la fin du cours, c'est-à-dire existence de solutions régulières. Et donc le premier cas, si on va s'échauffer, donc le premier cas, c'est le cas f de u, c'est-à-dire cette équation 1, le cas 1. Bien. Alors, ce que nous avons vu, c'est que, grosso modo, ça marche si f et u0 sont monotones, ou plus globalement, si f de u0 est monotone. Mais je vais me concentrer sur des cas monotones. Donc, régularité, et je vais toujours travailler avec un U0 monotone en sachant qu'on peut accroître, une fois qu'on a compris le cas monotone, on peut l'accroître par des changements de variables. Donc ça, c'est vu, on n'en parle plus. Donc on se concentre là-dessus. Et on réfléchit un tout petit peu, parce que là, on a identifié la condition de régularité, c'est que f de u0 soit une fonction telle que i plus l'identité plus t fois f de u0 soit inversible pour tout temps, etc., etc., etc. Et que, grosso modo, à un chouïa près, ça marche si les deux trucs sont monotones. Mais le chouïa, il n'est pas nul. Ça ne marche pas toujours. Donc, je commence par vous indiquer un cas qui ne marche pas. C'est-à-dire que je prends un cas où f et u0, près de 0, se comportent près de x égale à 0, près de la valeur pour u0 et près de la valeur de u égale à 0 pour f, près de 0, parce que je ne veux pas, pour des questions de croissance à l'infini, je ne veux pas les prendre globalement, se comportent, sont égaux à d'une part ax, au et bx. La méthode des caractéristiques, globalement, que nous dit-elle? Elle nous dit qu'il faut résoudre x de t plus t fois, enfin, grand X, plus t fois f de u0 et de grand X. C'est la méthode des caractéristiques dans ce cas très particulier. Les caractéristiques sont des lignes droites. La valeur de u est préservée le long de la caractéristique. Et donc, on a simplement à résoudre. Enfin, simplement, il faut résoudre cette équation. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on voit que si l'identité plus t, f de u0 est inversible, ben on n'a pas de choc. Donc, il nous faut résoudre cette équation. Bien entendu, en x égale à 0, la solution, vous la connaissez, c'est grand X égale à 0, puisque tout est nul en 0. Et donc, pour x petit, vous voyez que l'équation que vous avez à résoudre, c'est x plus t fois ab. En tout cas, vous pouvez chercher un grand X petit déjà. Et dans les grands X petits, vous avez intérêt à avoir l'unicité. Donc, x près de 0. Et donc, nous savons quoi? Nous savons que B est monotone, c'est-à-dire B est une matrice non nécessairement symétrique, positive ou nulle.
Nous savons que A est une matrice symétrique, est une matrice, pardon, pas nécessairement symétrique, positive ou nulle, si on suppose que F est monotone. Donc là, je suppose que F est monotone. Et j'essaie de voir si ça suffit. Et là, ce que je suis en train d'exhiber, c'est une situation où on verra que ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas, pourquoi? Bien parce que I plus T fois AB n'est pas nécessairement inversible. C'est toujours l'exemple que l'on a déjà identifié depuis pas mal de temps, qui consiste à prendre en dimension 2, par exemple, A une rotation de pi sur 2. On est D égale à 2. Donc, A a une rotation de pi sur 2, donc, enfin, ça c'est peut-être moins pi sur 2, je ne sais pas. Et puis, vous prenez B égale à A. Et donc, si vous faites AB, c'est-à-dire A2, ben, vous voyez ce qui se passe, vous récupérez une rotation d'angle pi, c'est-à-dire moins 1 l'identité. Alors, j'aurais pu mettre d'autres coefficients que 1. Ça ne changera rien. Comme j'ai pris 1, vous voyez que pour les t, vous voyez que l'équation qui est là devient simplement 1 moins t grand X égale petit x. Et donc, pour les t plus petits que 1, il y a tout se passe bien, mais en t égale à 1, on perd l'inversibilité. Bon, il y a l'apparition d'un choc en t égale à 1. Enfin, peut-être même avant, suivant le reste de la fonction. Mais en tout cas, on est sûr qu'on n'aura pas de régularité au-delà du temps 1. Et on n'aura pas de régularité même au temps 1. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les matrices ne sont pas symétriques. Si f était la dérivée d'une fonction convexe, ça marcherait. Parce qu'à ce moment-là, A serait symétrique, et auquel cas, on sait que s'il y en a une des deux qui est symétrique, alors à ce moment-là, les valeurs propres réelles, sont toujours réelles, de AB, sont positives ou nulles. Donc, symétrique, toutes les valeurs propres sont positives ou nulles. Simplement monotone, ben, on peut récupérer toutes les valeurs propres égales à moins 1. C'est-à-dire pile là où il ne faut pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut supposer en plus? Alors, on pourrait réfléchir sur les matrices, mais réfléchissons directement là-dessus. La construction, que nous dit-elle sur les méthodes de caractéristiques? Donc, il faut quelque chose en plus. C'est quoi le plus? Il faut un peu plus. C'est ça la conclusion. Mais quoi? Donc on va, dans un premier temps, identifier ce qu'il faut en plus, et puis réfléchir à qu'est-ce que c'est ces conditions, et commencer à regarder des cas plus généraux progressivement. C'est ça le programme. Dans les cas les plus généraux, on continuera à regarder des équations dans lesquelles on n'a pas de bruit, et puis ensuite, quand on brassera du bruit, on sait qu'on ne pourra plus que regarder uniquement des caractéristiques, donc il va falloir transférer ce qu'on aura compris sur les caractéristiques en EDP. Donc voilà le programme, et ça va nous prendre du temps, parce qu'on va voir apparaître des quantités qui sont très non linéaires, qui sont un peu inhabituelles. Alors, donc, on commence tout doucement en identifiant, dans le cas qui nous occupe, donc dans ce cas très très simple, en identifiant la structure qui est nécessaire, à savoir que il faut un peu plus pour avoir quoi? Pour savoir que l'application qui a petit x donne grand x est un difféomorphisme bilipschitsien. Donc là, je deviens un peu plus précis. Difféomorphisme, une application régulière d'inverse régulière. Je veux qu'elle soit bilipschitzienne, c'est-à-dire que l'application qui à petit x donne grand x ou à grand x donne petit x soit lipschitzienne ainsi que son inverse. Et je veux que ceci se passe sur RD tout entier. Parce que comprendre localement que l'on a un difféomorphisme, c'est relativement simple. La question, c'est d'être sûr que lorsqu'on part à l'infini, il n'y a pas de souci.
Je me souviens que Guillaume se faisait du souci, il y a quelques cours là-dessus. Donc là, en exigeant des difféomorphismes bilipschitziens, on va gérer le manque de compacité de l'espace et comprendre l'invertibilité globale. Bien. Lorsqu'on a un tel résultat, on sait que la solution en grand X et en petit t est égale... non, si j'ai fait l'inversion, c'est que je pense que le U de x et de t est égal au U0 de ce grand X. Formellement, ça veut dire quoi? C'est U0 rond l'identité plus TF rond U0 moins 1. C'est ça qu'on est... C'était la formule explicite que l'on avait déjà obtenue, que l'on connaissait depuis longtemps, et c'est ce qui est sous-tendu. Et donc, ce que je veux simplement, c'est qu'effectivement, I plus TF rond U0 moins 1 soit un difféomorphisme bilipschitsien. Et l'aspect bilipschitsien jouera parce que lorsque je voudrais regarder DU, eh bien, ça sera DU0 multiplié au point grand X par dx, d grand X sur d petit x. Si je sais que c'est effectivement bilipschitsien, il y a grand X donne petit x est clairement bilipschitsien. C'est la régularité des différents objets. C'est effectivement que l'inverse soit lipschitsien, c'est que cette application qui de petit x reconstruit une unique solution grand X, c'est celle-là qu'il faut être lipschitzienne, et c'est ça qui assure une borne du gradient, parce que DU0 est borné, et donc la question que je pose, c'est quand est-ce que ce satané objet-là est borné? S'il est borné, on a une estimation, on a une borne sur DU, et là, on a fait sauter et on sait qu'il n'y a plus de choc et la régularité à ce moment-là devient facile puisque c'est la composée. À ce moment-là, on sait non seulement que c'est un difféomorphisme, mais on sait automatiquement que c'est une fonction qui est régulière et donc tout devient régulier, on contrôle les dérivés, enfin bon, tout s'ensuit facilement. C'est de l'analyse totalement classique, inversion locale, inversion globale, théorème des fonctions implicites, et patati et patata. Ce qui n'est pas évident, c'est de comprendre quand est-ce que ce buzzer-là est borné. Bon. Alors, des grands X sur des petits x, c'est une matrice. Alors, on va essayer de travailler avec des vecteurs, ça sera plus simple. Et donc, on va regarder des grands X sur des petits x, la matrice jacobienne de la transformation, et je vais la regarder dans une direction état. Et ça, je l'appelle xi. Et donc, la question que je me pose, c'est quand est-ce que, pour tout état, je sais trouver une constante telle que la norme de xi soit majorée par c fois la norme de état. Évidemment, la même chose. Maintenant, j'aurais plus de souci à me faire les vecteurs, c'est uniquement ça. Avec les matrices, donc j'ai plus que des vecteurs. Et je vois un peu mieux les choses. Donc, on garde cela en tête, on garde tout cela en tête, et ce que l'on fait, c'est qu'on dérive dans la direction état le bazar qui est là. La dérivée dans la direction état, je l'ai appelée xi. La dérivée dans la direction état de cette composition, c'est f'. Je n'écris pas, mais c'est évidemment au point U0 de grand X. Et puis, c'est DU0 dans la direction état. Donc, f' est une matrice, DU0 est une matrice. On prend le produit des deux matrices. Le point, là, c'est le produit des deux matrices, et ça s'applique au vecteur état. C'est aussi une multiplication matricielle, si vous voulez. Vous écrivez le vecteur état en colonne. Et à part que c'est xi. Puisque c'est la dérivée de x, c'est la composée de trois fonctions. Donc vous dérivez grand f, vous dérivez u0, et vous dérivez grand x. Donc là, le f'
que j'aurais pu baptiser des F en étant un peu plus cohérent dans mes notations, mais je vais garder ceci comme cela. Le F', c'est au point U0 de x, le DU0, c'est au point x, et tout ceci s'applique au vecteur xi, et ça doit être égal au vecteur état. Bon. Donc avant même d'obtenir une majoration, et on aura compris que toute la question de la régularité se ramène en fait à l'obtention d'une majoration qui nous dit que xi est majoré par c fois état, quel que soit état. Là maintenant, on a une équation linéaire, c'est l'équation linéarisée, qui doit être vraie. Les hypothèses, c'est que f' est monotone, que U0 est monotone, on sait que ce sont des matrices qui sont positives ou nulles en chaque point, mais on voudrait éventuellement un peu plus. Donc on est ramené au AB de tout à l'heure, hein, à part que le A varie et le B varie. Donc, bien entendu, hein, on veut inverser une matrice, donc il faut être sûr que le noyau est non nul, et il faut une estimation a priori. Donc il y a deux choses. Dire que le noyau est non nul, ça veut dire que la matrice est inversible. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a une estimation a priori qui est uniforme sur Rn tout entier. Bon. Alors, résolvons déjà le cas état égal à 0. Pour le cas état égal à 0, on veut se servir de la monotonie. Hein, on a déjà supposé que U0 est monotone et que F est monotone. Bon, que puis-je faire? Il est quand même assez naturel, comme F est monotone et comme U0 est monotone, de multiplier cette équation par des U0 de xi, de façon à faire apparaître la monotonie de U0 et la monotonie de F'. Je fais cela. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que DU0 scalaire xi, produit scalaire avec xi, plus t fois, évidemment, le t qui m'intéresse, c'est strictement positif. En 0, c'est pas très très intéressant. F', ok? De quoi? De DU0 xi, scalaire DU0 xi. Vous voyez bien, j'identifie bien, j'ai multiplié l'équation à gauche et à droite, c'est-à-dire multiplié. J'ai pris le produit scalaire de cette équation avec le vecteur DU0 appliqué à xi. Et donc je récupère ici DU0 xi, scalaire état. Qui, dans le cas qui nous occupe, si je regarde l'injectivité, si je regarde le noyau, est simplement 0. Bon. OK. Ce que je sais là, la monotonie, c'est que c'est positif. Ça, c'est positif. T est strictement positif. J'ai 0 au membre de droite. Donc ça veut dire que d'une part, DU0 de xi est égal à 0. Et d'autre part, que f' du vecteur DU0 xi scalaire DU0 xi est égal à 0. C'est la monotonie. Donc jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait est parfaitement compatible avec le cas des rotations de pi sur 2, parce que justement, dans le cas des rotations de pi sur 2, ça vaut toujours 0. Et dans le cas d'une rotation de pi sur 2, pour la même raison, ceci vaut toujours 0. Donc c'est maintenant qu'il va nous falloir éliminer le fait que les rotations de pi sur 2 peuvent générer un problème. Et donc on voit qu'on a deux possibilités. Premier cas où on sait conclure, c'est quand DU0 xi nul, en un point quelconque, pour le DU0, égal à 0, entraîne quoi? La conclusion, c'est on voudrait que xi soit nul. Si on met ça comme hypothèse, ok, ce qui est une sorte de stricte monotonie,
ou de stricte positivité du DU0, bah, certainement on a gagné. Mais c'est quand même un peu brutal. C'est quand même un peu brutal et on peut se dire, mais c'est peut-être pas plus bête de dire au fond, je veux que quelque chose soit nul, mais est-ce que c'est xi ou est-ce que c'est cet objet? Donc, premier cas, je fais cette hypothèse. Après, on va essayer de comprendre cette hypothèse. Alors, prenons cette hypothèse, qui est un peu moins restrictive que de dire que c'est égal à 0. On demande moins. Et c'est quand même assez logique de supposer ça, parce que si vous prenez U0 égale à 0, l'information qui est ici ne vous dit pas que xi est nul. Donc déjà, on a gagné quelque chose. Est-ce que du0 xi nul suffit? On revient sur l'équation. Si du0 xi est égal à 0, vous voyez que xi est égal à eta. Donc, effectivement, ça entraîne que xi est égal à eta qui est égal à 0, c'est gagné. Donc, on voit bien que ça suffit. On n'a pas besoin de supposer que xi est nul. En revanche, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous assure une certaine annulation, qu'on n'a pas une rotation de pi sur 2. Ça, c'est le premier cas. On se sert de U0. Donc, il y a U0 qui est un tout petit peu mieux que monotone. Je vous ai déjà indiqué que dans le cas où f est le gradient d'une fonction convexe, ça marche toujours, sans rien supposer de plus sur U0 monotone. Donc, il y a un deuxième cas où maintenant, on va se servir de l'autre information. Bien, la deuxième information, c'est quoi? C'est de dire que je veux que si f', un certain vecteur zeta, zeta est nul, le vecteur zeta, c'est du0 xi. Eh bien, je veux que ceci entraîne que zeta est nul. À nouveau, on est ramené à une information du0 xi égale à 0 et ça suffit. Donc, c'est ou, deuxième cas. Donc, ou bien on renforce un tout petit peu l'hypothèse sur U0, ou bien on renforce un tout petit peu l'hypothèse sur F. Alors, est-ce toujours vrai dans le cas, remarque, j'ai parlé du cas où F est elle-même le gradient de H et que H est convexe. Donc, c'est une fonction monotone. Et si vous regardez F', eh bien, c'est D de H, et donc c'est symétrique. Positif ou nul. Donc, je répète, dans le cas particulier où F est le gradient d'un Hamiltonien, ça veut dire, et convexe, ça veut dire que F', c'est une matrice symétrique qui est positive ou nulle. On sait que c'est un cas qui fonctionne. Et là, on le retrouve bien, parce que si vous avez une matrice symétrique positive ou nulle, bah, si vous avez que D2H, zeta est nul, pour une matrice symétrique positive ou nulle, ça entraîne que c'est un élément du noyau. La forme quadratique pour une matrice symétrique positive ou nulle, ça nul, ça veut dire qu'on est dans le noyau. Bon, tout ça sont des choses totalement élémentaires sur les matrices. Et donc, on comprend qu'effectivement, cette hypothèse de structure qu'on a fait porter sur F est aussi un cas qui va assurer la régularité et qu'on a le choix. Alors, évidemment, la conclusion de ceci, donc c'est pour le état égal à 0, maintenant je peux tout effacer. Donc, pour état égal à 0, état égal à 0 entraîne xi égal à 0. C'est OK si on fait l'hypothèse, donc je commence par f, que quelle que soit la valeur u, f' au point u appliqué à zeta, produit scalaire avec zeta égale à 0, entraîne zeta égale à 0. Là, le seul pas que je fais, c'est que je dirais, comme on ne sait absolument pas où sont les points, et que ça doit être vrai pour tous les points, je dis que je ne vais pas m'amuser à dire en certains points on a une hypothèse, en d'autres points on a l'autre hypothèse.
J'ai dit zeta égale à 0. Oui, tu as absolument raison, c'est f' zeta égale à 0. Là. Parce que là, j'ai bien dit les choses, mais je l'ai mal écrite. Merci beaucoup. Oui, alors f' zeta égale à 0, vous voyez ce qui se passe, la conclusion est un peu différente. Donc je reviens en arrière dans le deuxième cas, j'ai pris mes désirs pour... je suis allé beaucoup trop vite. Donc vous voyez, dans le cas convexe, ce que vous récupérez, c'est f' zeta égale à 0. Pardonnez-moi. Donc ici, même chose, f' zeta égale à 0. Alors si on a cette information, pourquoi est-ce fini? Parce que ça entraîne quoi? Ben, ça entraîne que, à nouveau, dans le premier cas, c'était ce terme qui était nul, donc le f' du0 xi, c'était du0 xi qui était nul, et donc f' du0 xi valait 0. Et dans le deuxième cas, on récupère tout de suite que c'est tout ce terme qui est nul. Donc dans les deux cas de figure, on récupère bien que xi est égal à eta est égal à 0. Donc effectivement, ça permet de conclure. Et là encore, on a éliminé le cas des rotations de pi sur 2, et ça contient le cas convexe sans hypothèse. Bien, donc f' zeta égale à 0, si, ou si, maintenant c'est quel que soit x, du0 au point x, fois xi, scalaire xi égale à 0, entraîne que du0 de x scalaire xi est égal à 0. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la seule chose que j'ai faite, c'est que je suppose que pour toutes les valeurs possibles de points ou de valeurs, je suppose que je suis dans un cas ou dans l'autre. Mélanger les deux, ça serait extraordinairement technique, je ne suis même pas sûr que ce soit possible, et je n'en vois pas trop l'intérêt. Dans la mesure où je ne veux pas faire des histoires de changement de variables et tout comme ça. Bon. En revanche, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce que l'on veut, c'est non seulement avoir cette information, mais on veut aussi avoir une borne. Donc là, si vous voulez, j'ai une information que je qualifierais de qualitative, qui me dit que j'ai une inversion locale, et je veux globaliser cette information, c'est donc quantifier la taille de xi par rapport à la taille de eta. Tout ce que je sais, c'est que pour chaque fois que je prends des matrices f' de u ou du0 de x qui vérifient cette propriété, j'ai une constante, parce qu'on est en dimension finie, mais qui dépend de ces matrices-là. Maintenant, j'ai un ensemble de matrices qui vérifient f' de u, du0 de x quand x et u varient, qui décrivent un ensemble de matrices pour lequel chaque fois j'ai une inégalité qui dépend de la matrice, mais il y a la question de l'uniformité par rapport à la matrice. D'accord ? Et là, il faut faire un tout petit peu attention. Et il faut quantifier les choses parce que de toute façon, si je veux démontrer des estimations a priori qui marchent avec un Laplacien, il va bien falloir que j'ai des vraies bornes. Alors, comment quantifier ça? Bien, on voit bien que trouver des zéros, ça provient du fait que si ça c'est nul, alors on a cela. Donc, ou la même chose ici. Donc, on voit bien que ce qui est naturel de faire à ce moment-là, et je vais commencer par le premier cas, ça sera de quantifier cette implication. Alors, allons-y. Donc, tentative. Donc maintenant, je passe à la borne. Xi majoré par c fois eta.